Dès que je soigne ma mère, c'est bon. Tu sois pas là, le nyama, le nyama. Personne ne yamo le nebe, le nebe. Nous tous sommes pas là, le nyama, le nyama. Personne ne yamo le nebe, le nebe. Avec mes diplômes, j'ai marché partout pour le walker. J'ai déposé mes dossiers, mais personne ne m'a rappelé. Donc bonjour et bonsoir très chers amis auditeurs de My Radio et bienvenue à ce 31e numéro de Challenge Parlons-en avec pour invité Monsieur Agnero Latnel Dominique, grand conseiller du PDCI, délégué du PDCI Benelux, chargé de recrutement et de l'immatriculation et coordinateur principal Concorde du Benelux. Voilà. Et son thème, c'est bien entendu les nouvelles réformes du président Tidjane Thiam prendront-elles en compte la reconstitution de l'union sacrée de l'opposition ivoirienne. Voilà, nous sommes bel et bien samedi 20 janvier 2024 et il est exactement 15h11 ici à New York. Et voilà, c'est parti. Nous avons ici notre invité qui va nous entretenir sur ce thème. Monsieur Agnero, voilà comment votre émission va se dérouler ce soir. Vous avez la lourde responsabilité d'exposer un temps soit peu sur votre thème. Vous pourriez le faire en 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 15 minutes, ça dépend de vous, c'est votre temps. Et après votre exposé, je vais d'abord vous poser deux ou trois questions et ensuite ouvrir, voilà, la causerie à nos amis qui sont venus vous écouter nombreusement s'ils ont des questions pertinentes pour vous. Est-ce que ça peut aller, M. Agnero? Oui, ça me va très bien. Merci beaucoup. Merci bien, M. Agnero. Et voilà, les amis, je suis bel et bien Charlène Mossou, et voilà, l'homme modératrice de cette émission. Donc, bonsoir, M. Agnero. Bonsoir, Charlène. Bonsoir à toute ton équipe de Mind Radio. Bonsoir à tous les internautes qui se sont connectés pour suivre cette émission. Je remercie de partout où vous êtes. Et je vais rapidement passer au sujet pour que les choses se passent bien et dans les temps. Donc, je suis chargé, c'est un honneur d'ailleurs pour moi de vous présenter ce thème sur les nouvelles réformes du président Tidjane Thiam pour le PDCI RDA, savoir si ces réformes-là prendront en compte une reconstitution de l'union sacrée de l'opposition ivoirienne. Voilà la question qui m'est posée un peu et que je vais essayer de décrypter un peu et vous porter un peu ce que je pense un peu de ce sujet-là. Alors, c'est un sujet qui est quand même très complexe qu'on peut pas facilement gérer en peu de temps. Je vais essayer de vous le présenter en une vingtaine de minutes, une dizaine, peut-être, ça dépendra de la vitesse de croisière. Alors, pour donc traiter le sujet, j'ai voulu le décomposer je l'ai décomposé en 4 parties. Donc, dans une première partie où j'essaie de faire comprendre dans la sémantique même du terme union sacrée le sujet. Et puis après, je fais un petit saut dans l'histoire pour comprendre un peu les notions d'alliance entre les partis en Côte d'Ivoire. Après, en 3e point, je vais faire un petit point sur le discours du président Tidjane Thiam et faire un lien avec la notion de rassemblement qui touche notre thème. Et enfin, finir avec une description sommaire du programme de réforme du président Thiam dans lequel on a la réponse justement à ce sujet-là. Donc, pour commencer déjà, je peux dire que oui, le programme du président Thiam répond déjà à cette question, mais je vous le dirai de manière un peu succincte en fin d'exposé. Alors, pour commencer, l'union sacrée. Qu'est-ce que c'est? L'union sacrée est quelque chose qui nous ramène, une union sacrée est quelque chose qui nous ramène à une nécessité de se réunir, de se réunir donc pour des individus, des personnes, bien des partis, pour faire face à un péril commun. Donc, face à un péril commun en présence, on a tendance à faire abstention de toutes nos différences et nos dissentiments
pour se réunir. Et cela signifie qu'il faut être d'accord d'abord sur l'objet même de l'union sacrée. Donc, ce qui fait qu'on va converger vers une union sacrée et identifier correctement le fameux péril qui fait que des personnes décident de se mettre ensemble. C'est cette question-là qui fait que j'ai dit tout à l'heure que ce sujet n'était pas aussi simple. Parce que voilà, se mettre ensemble ne nécessite pas une seule partie, mais les deux parties doivent converger. Et ainsi, la notion donc d'union sacrée, pour moi, est quelque chose qui est intéressant, mais qui n'est pas forcément une solution à tous les moments, parce que tout dépend de ce qu'on met là-dedans et tout dépend de comment est-ce qu'on s'y prend. Alors, pour comprendre un peu l'union sacrée et les alliances des partis, au niveau de la Côte d'Ivoire, on va faire un peu d'histoire, on va repartir un peu en arrière. Alors, pour la petite histoire, en Côte d'Ivoire, la première fois où les partis se sont mis ensemble pour une stratégie de se mettre, de faire bloc ou de s'unir et être fort. Ce fut en 1995, 3 ans après la continuité du mandat du président Houphouët-Boigny qu'a pris le président Bédié. Donc, au sortir de ça, le président Bédié devait lui-même légitimer son pouvoir en allant à des élections. Et avant cela, le PDCI a subi une petite distension à son sein, qui a vu naître le parti du Rassemblement démocratique républicain, le RDR. Ce parti a été créé, a été fondé par le monsieur Guéni Kobena, qui après a été dirigé par le président actuel, monsieur Alassane Dramane Ouattara, président Alassane Dramane Ouattara. Alors, donc le RDR est né d'une dissension au sein du PDCI et s'est positionné en opposant à partir de ce moment-là, et s'est accordé avec le FPI de Laurent Gbagbo pour créer ce qu'on appelle le Front républicain. Donc ici, on pourrait parler déjà d'un premier exemple d'union entre guillemets sacrée qui visait naturellement à se positionner fort pour prendre le pouvoir, mais qui a fini par se solder par un boycott actif. Donc la stratégie a fini par être un boycott actif, et donc qui n'a pas donné le pouvoir à cette opposition réunie. Et ça, c'est un premier signe d'échec, comme je le disais. Ce qui veut dire que la stratégie de se réunir n'est pas aussi forcément une garantie de réussir, parce que tout est dans ce qu'on met dedans. Et puis après cette expérience-là le Front républicain qui a échoué après un boycott actif, qui voulait dire aussi qu'ils se sont pas prêtés au jeu démocratique. Ils n'ont pas voulu se prêter au jeu démocratique. Ils ont voulu peut-être marquer une façon ils ont voulu marquer peut-être leur stratégie en faisant cela, et aujourd'hui on peut tirer la leçon que ça a été un échec. Ensuite, il y a eu le deuxième cas de grand rassemblement, de grande alliance de l'opposition. Là ici, c'était une mise en commun, ou bien comment je peux dire ça déjà, un regroupement des oufouettistes, donc de tous ceux qui se réclamaient de la philosophie d'Houphouët-Boigny, ont décidé de se mettre ensemble dans un rassemblement qu'on a appelé le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Donc ce groupement-là est parti aux élections en 2000 et a conquis le pouvoir en battant le président Laurent Gbagbo au cours pendant une crise aussi, après une crise post-électorale qui a malheureusement été quand même meurtrière, avec théoriquement 3000 personnes qui ont été tuées. Donc
cette coalition-là a pris le pouvoir cette fois-ci et a régné pendant quelques années ensemble pour, là encore, se séparer pour une raison de mésentente au niveau même des clauses ou bien des clauses des accords qui ont été à la base même de de ce rassemblement-là pour la prise du pouvoir. Et là encore, je signale un échec qui, cette fois, n'était pas dû au fait d'avoir été absent à un rendez-vous électoral, mais plutôt n'avoir pas bien structuré un accord d'union. Donc, on peut se rappeler le président Bété qui, en sortant d'une réunion justement du RHDP, disait au moment où le PDCI allait sortir de cette coalition-là, disait que on n'avait pas été respecté l'accord qui donnait le PDCI comme candidat pour les élections de 2020 selon ce qu'ils avaient décidé dans le directoire du RHDP. Et donc, ce qui a entraîné donc le départ du PDCI et d'autres partis ou fautifs. Et du côté du RDR, on a plutôt dit qu'il n'y avait jamais eu d'accord de ce genre. Donc, ce qui ramène à un problème de formalisation de ce type d'alliances qui sont pas écrits et qui sont pas formalisés par des actes concrets donc écrits aussi, voilà. Parce que l'écriture ça s'envole pas, par contre les paroles s'envolent. Donc, ici ça a été basé sur des paroles d'honneur et qui malheureusement n'ont pas été respectées et ça s'est soldé là aussi par un échec. Donc ça c'est pour la petite histoire de ce qui est des alliances au niveau dans le pays et donc pour essayer de faire comprendre que la quête de l'union sacrée est quelque chose de salutaire, mais en même temps ça ne doit pas être aussi simplifié comme ça dans l'esprit des gens pour que ça puisse réussir. Alors en troisième point, j'ai voulu parler un peu du discours du président Thiam lors du démarrage de sa campagne pour les élections à la présidence du PDCI récemment au mois de décembre. Donc dans ce discours-là déjà, le président Thiam a déjà évoqué sur plusieurs points forts que je vais vous énumérés, que j'ai recensés, environ 8 points que j'ai recensés. Il a commencé déjà à démontrer que il est un partisan du rassemblement, il est un partisan de l'union. Il aime qu'on se réunisse pour pouvoir gagner. Il a même dit une phrase à Abu Dhabi, c'est pas Abu Dhabi, je connais pas comment ça se prononce, désolé. Il a dit une phrase qui est maintenant bien connue des Ivoiriens, où il disait que ensemble on peut perdre, mais divisé on est sûr de perdre à tous les coups. Donc ça c'est pour dire que il est promoteur de l'union, il est promoteur de se mettre ensemble. Alors dans son discours, comme je disais, il a évoqué 8 points intéressants qui qu'on peut mettre en commun avec la notion d'union, de rassemblement. La première des choses, c'est l'évocation de la légitimité historique même du PDCI. Le PDCI est le parti qui peut se targuer d'avoir été le parti qui est à la base de la création de la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire a commencé avec un parti unique. Donc déjà, dans son ADN, le PDCI est un parti d'union. Et sans oublier toutes les réalisations qui ont été faites dans cet esprit-là. Donc le PDCI a bâti la Côte d'Ivoire dans un esprit de vouloir aller vers une nation, donc réunir tout le monde dans un même panier et grandir ensemble. Et ça s'est fait jusqu'à l'avènement du multipartisme où les choses se sont un peu discutées. Ensuite, en deuxième point, on note la volonté du président Thiam de faire une unité au sein du PDCI qui va transcender
appréhender les dissidences des personnes parce qu'on sait que au PDCI et dans beaucoup d'autres partis en Côte d'Ivoire, il y a toujours des frictions qui font que les gens se créent des divisions, des petites divisions internes comme ça, qui sont larvées et qui finissent par après exploser dès qu'il y a une étincelle. En troisième point, il y a aussi une ouverture, justement, pour embrayer sur le point précédent. Il a fait une ouverture aux anciens militants partis, c'est-à-dire que le PDCI ayant été le premier parti à partir duquel la majorité de la population ivoirienne, donc de certaines générations, a démarré sa vie. Alors, on peut dire que théoriquement, tout le monde est PDC. Et puis après, on a dû partir à gauche et à droite. Il y en a qui sûrement sont partis, mais sont restés de cœur PDC. Et donc, aujourd'hui, la volonté du président Thiam, c'est que ceux-là, ils reviennent en comprenant que voilà, leur PDCI n'a pas disparu, il est toujours là. C'est juste qu'on va lui redonner un peu plus de vitamines pour qu'il puisse être encore galvanisé, accrocheur et motivateur. Donc, il ouvre donc le parti aux anciens militants, aux Ivoiriens qui sont partis, et à plusieurs catégories comme ça de personnes qui se sont éloignées du parti. Donc, le président Thiam aussi a voulu on puisse faire une extension du parti géographiquement pour que les implantations se fassent un peu plus solidement, les bastions se remettent en place et que le nord du pays qui a été délaissé soit rattrapé. Donc, tout ça mis l'un dans l'autre, il y a la promotion du dialogue qui est aussi un élément rassembleur dans le but d'avoir un environnement de paix et puis concrétiser tout ça, il faut le faire avec un engagement sur le terrain pour que pour que cela se fasse de façon concrète. Il faut qu'on s'engage sur le terrain et c'est ce que le président Thiam prône en disant que désormais c'est le parti qui va aller vers les gens et pas les gens qui vont venir au parti. Alors, en dernier point, et pour répondre à la question du jour, rapidement, je vais parler du programme du président Thiam qui se déploie en 7 grands axes. Donc, dans ces 7 grands axes, on les décline encore en 33 objectifs et le 6e axe est celui qui répond à notre question de jour. Et que dit le 6e axe? Le 6e axe dit que il faut bâtir des partenariats pertinents avec les autres acteurs politiques. Voilà ce que dit le 6e axe. Et ce 6e axe lui-même, il est décliné en 3 objectifs. L'objectif 29, 30 et 31. Alors, l'objectif 29 dit qu'il faut développer des partenariats gagnant-gagnant avec les autres acteurs politiques. Donc, ça rejoint le fait que, on n'occulte pas le besoin de se remettre ensemble. L'objectif 30 dit qu'il faut établir les relations avec les autres partis politiques nationaux pour mener des combats engageant l'avenir de la nation. Donc, ça aussi, ça explique la notion d'union sacrée devant une situation périlleuse qui fait que c'est important de se réunir. Et l'objectif 31 qui dit qu'il faut nouer en cas de nécessité des coalitions formelles reposant sur des pourparlers préliminaires, des négociations, la rédaction et la signature des contrats écrits. Donc ça, c'est pour rebondir un peu sur l'échec du RHDP qui n'a pas été formalisé et qu'aujourd'hui, dans les réformes, on veut faire en sorte que quand on décide de faire des unions ou bien des alliances, que ces alliances-là soient l'objet de choses travaillées et finalisées par un écrit, signé par des contrats qui nous engagent. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et donc, comme ça, je finis par répondre à la question directement. Et je vous remercie en même temps de m'avoir permis de finir rapidement ce petit exposé-là. Merci, Charlène. Voilà. D'accord. Merci bien, Monsieur Agnero. Et je me souviens pas avoir entendu la réponse de notre thème dans votre exposé, mais bon, vous avez répondu?
Ah oui, je reprends alors. Non. Si vous avez répondu, on verra. Dans tous les cas, passons vite aux questions-réponses. Oui, d'accord. C'est sûr que vous allez me répondre encore là-bas. Je viens juste de répondre, en fait. Je viens juste de donner la réponse. Monsieur Agnero, ma première question est celle-ci. D'abord, comment allez-vous, cher frère? Je vais très très bien, à part le froid, mais je vais très très bien. Merci beaucoup. Merci. C'est juste pour détendre un peu. Et rapidement, comment va le président Tidiane Thiam? Le président Tidiane Thiam va bien. Il est un peu comme tout le monde au rythme de la CAN actuellement. Et puis, en même temps, à côté de ça, le PDCI fonctionne, les réformes sont en route. Certains des objectifs, des 33 objectifs, ont commencé déjà à prendre forme. D'accord. Et rapidement, quels sont les partis politiques qui étaient invités à votre congrès le 22 décembre dernier à Yamoussoukro? Alors, je crois qu'il y a naturellement le COGEP était là, il y a le parti de Madame Simone, il y a le RHDP, le PPACI, le PPACI, voilà, de Laurent Gbagbo, voilà, le PPACI. Et le GPS était-il invité? Ça, c'est une colle. C'est vrai que j'ai pas fait trop attention à ce niveau-là. Mais je pense qu'on a ouvert, hein, donc on a ouvert les invitations et ceux qui ont voulu venir sont venus. On a cité, on a d'ailleurs de façon officielle, le GPS n'a pas vraiment été invité, n'est-ce pas? Non, on n'a pas mis d'interdiction à quelqu'un, à aucun parti. Hein. C'était ouvert, donc il y a eu que des réponses à des invitations. Donc ceux qui ont répondu à des invitations sont venus. D'accord. Voilà. Dans tous les cas, il n'y a pas eu d'interdiction. C'est clair que le COGEP était invité, le MGC était invité, le PPACI était invité, mais pour le GPS, c'est que si les invitations étaient ouvertes. C'est la réponse qu'on a eue de vous. Comment? Je dis, vous avez dit que c'est clair que le COGEP, le PPACI et le MGC, en tout cas, était invité de façon officielle, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, concernant le GPS, vous n'avez pas trop fait attention parce que dans tous les cas, les invitations étaient ouvertes. Voilà. Parce que les invitations étaient ouvertes et donc ça s'est vu. Hein, donc s'il y avait des volontés d'écarter l'un et l'autre, je pense qu'on aurait compris. Mais je crois qu'on a ouvert ce congrès-là à tout le monde. C'est surtout c'était un congrès vraiment qui a été très médiatisé même pour un parti d'opposition. D'accord, c'est compris. C'est à dessein que j'ai posé la question parce que ça va m'amener à le vous poser de façon directe et crue encore la question de notre thème de ce soir. Donc, apparemment, après l'historique que vous avez fait concernant les unions des différents partis politiques en Côte d'Ivoire, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'au PDC, vous croyez vraiment une quelconque union sacrée? Au PDC, mais je l'ai dit, on croit à une union sacrée. Je viens de dire tout de suite là, l'objectif numéro 30 de notre programme dit que il faut établir des relations avec les autres partis politiques nationaux et mener des combats engageant l'avenir de la nation. Mais déjà mener des combats engageant l'avenir de la nation, ça signifie un peu la définition de l'union sacrée. On s'unit de façon sacrée devant un péril, comme le dit la définition même du terme union sacrée. Quand il y a un problème, quand il y a une gravité, les individus ont envie de se réunir pour faire face, malgré leurs différences. Et ici, dans notre objectif du programme, dans le programme, on dit clairement, c'est écrit, qu'on veut établir des relations avec les autres partis politiques nationaux. Donc, il s'agit de tous les partis de la Côte d'Ivoire. Et on est prêt à le faire dans les cas où on doit mener des combats qui engagent l'avenir de la nation. Donc, quand il y a une question qui touche la nation, nous, on pense que on n'a pas besoin de dire il faut être vous c'est les PDCI que ça concerne. Nous, ça nous concerne pas parce qu'on est un pays. Non, on pense pas que c'est comme ça. On pense que tous les partis sont membres de la nation. Et quand il y a un truc quand il y a une situation qui engage la nation, alors le bon sens devrait faire que on puisse trouver un commun accord pour s'unir et faire face à ce problème-là. Et donc c'est bien inscrit, comme je l'ai dit, dans le 30e objectif et dans le 31e objectif encore, on dit nouer en cas de nécessité des coalitions formelles. Donc des coalitions aussi, c'est des unions. Donc mais seulement ici, on va les faire
pas dans la bouche seulement comme ça. On va quand même ratifier des choses. On va dire, on s'est réunis pour faire telle chose, mais avant de se lever, on va signer des papiers. Et on va dire, voilà, je m'engage à faire ça. Donc, voilà. D'accord. Donc, votre réponse est en train de dire, c'est que vous croyez au PDCI, vous croyez aux unions des différents partis. Vous y croyez. Voilà. Non seulement on y croit, mais on se veut être ceux qui veulent, le parti qui veut l'idée, la réconciliation. Donc, au-delà même de l'union des partis, nous, on veut réconcilier tout un pays. D'accord. Je vais aller là maintenant avec une question un peu plus précise, plus directe et plus ciblée. Que dit, parce que on connaît l'amour qu'il y avait entre le PDCI et le GPS quand le président Bédié était encore vivant. Et quand je pose beaucoup plus de questions autour du GPS ou que je pose des questions futures vont tourner un peu autour du président Soro, c'est parce que je veux voir à la fin de cette émission si cette complicité-là existe toujours, si c'est du même PDCI qu'il s'agit ou c'est un nouveau PDCI carrément qu'on a devant nous qui va remélanger toutes les cartes. Donc, quand j'ai parlé d'union sacrée de l'opposition, on peut voir qu'il y a le président Soro qui est encore en dehors de la Côte d'Ivoire et qui est vraiment en train de subir le lourd fardeau de l'exil. Et du coup, quand le président Thiam vient à la tête du PDCI, connaissant l'histoire d'amour qu'il y avait entre le PDCI et le GPS jadis, au point où le PDCI a donné sa salle au GPS pour sa cérémonie de fusion. Voilà. Donc, c'est partant de ces faits concrets-là que je vais vous demander là maintenant précisément, quels sont vos rapports, le rapport du PDCI avec le GPS? Est-ce toujours les mêmes rapports ou bien quelque chose a changé? Alors, on a laissé tous les rapports avec tout le monde, là où Bédié les a laissés. Donc, c'est les mêmes rapports. La seule chose qui se passe, c'est que on est en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec les rapports avec les partis. On est en train de réformer le parti. Donc, ça n'empêche pas que les liens qu'on avait avec le GPS qui avait été des liens, comment on appelle ça, chapeautés par le président Bédié, restent les mêmes, parce qu'il n'y a aucun discours officiel du président Thiam qui remet ça en question. Hein. Et ici, pour répondre à ces questions-là, il va falloir qu'on s'en tienne à tout ce qui est officiel. Comme ça, on sera un peu sur la même longueur d'onde. Voilà ce que je veux proposer. D'accord. Merci bien, M. Agnero. Là, avant de je vais vous poser une dernière question et carrément ouvrir parce que notre sœur Péchérie a la main levée depuis. Et il y a des questions aussi écrites. Voilà. Donc, ma toute dernière question est la suivante. Est-ce que le président Thiam, finalement, je pose carrément la question de notre exposé. Est-ce que il va prendre en compte? C'est-à-dire, répondez-nous par, je sais pas si c'est possible de répondre par oui ou par non, ou bien vous allez faire notre exposé, mais vraiment épargnez-nous un long exposé. Est-ce que le président Thiam, dans ses réformes, prendra-t-il en compte la reconstitution de l'opposition sacrée, l'union sacrée de l'opposition? On veut pas, est-ce qu'il va remettre le dialogue que va commencer le président Bédié sur la table? C'est vrai qu'il est venu dans une période où tout est mélangé vraiment au PDCI, mais est-ce que quand il vient, en plus de ce pouvoir qu'il a au niveau du PDCI, est-ce que l'opposition pourra bénéficier de ce pouvoir-là? Quel pouvoir? Je ne comprends pas bien. Le pouvoir qu'il a par exemple, vous étiez supposé faire votre congrès le 16 décembre. Ce congrès a été suspendu pour des raisons judiciaires. Ah ouais, l'influence que le président Bédié a, c'est ça? Non, le président Thiam. Le 22, quand le président Thiam a dit que le congrès aura bel et bien lieu, effectivement, le 22, le congrès a eu lieu. Donc, je suis en train de me rendre compte qu'il doit y avoir une force dans cette histoire. Il doit y avoir une force quelque part. Il y a toujours une force en politique. Est-ce que l'opposition pourra profiter de ça? Bien sûr, si l'opposition, si nous, le PDCI, on fait une démonstration de force aujourd'hui et qui marche, que l'opposition, une partie de l'opposition qui se sent dans le besoin de ça, se mettre avec nous pour augmenter cette force-là, le veut, c'est ce que nous on demande. Puisque je viens de le dire que dans notre programme même de réforme, c'est inscrit
noir sur blanc. Donc, la volonté y est. Si tu écris quelque chose, je pense que tu es plus engagé que quand tu le dis. Hein. D'accord, c'est vraiment bien répondu, c'est vraiment bien répondu. Et pour finir, et l'union qui existait déjà entre le PPACI et le PDCI continue toujours, n'est-ce pas? Bien sûr. Rien d'officiel n'a dit le contraire. D'accord, merci. On va ouvrir notre débat à nos amis qui sont venus vous écouter. Madame Picheri Balé, bonsoir. Allez-y avec votre question. Oui, bonsoir Charlène, bonsoir à notre invité et à tous les auditeurs. J'ai quelques questions pour vous. Parce que personnellement, j'ai des doutes sur cette fameuse union sacrée. Pour moi, elle n'a jamais existé parce que jusqu'à présent, toutes les alliances qui ont été tissées entre les formations politiques ont été des alliances de dupes où chacun cherche à se jouer de l'autre et ça finit toujours mal. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu d'alliance qui se soit tellement bien passée que cela ait donné des résultats positifs. Même récemment, on a vu l'alliance entre le PPACI et le PDCI a été mise à rude épreuve dans certaines communes, de sorte que là-bas même, ils ont subi des cuisantes défaites qu'on aurait pu éviter. Donc, pour moi, cette union sacrée n'a jamais existé. Donc, je veux savoir comment le PDCI compte rassembler une opposition qui ne semble pas être consciente de mener une unité d'action et qui ne semble pas avoir conscience de l'essentiel. Ça, c'est ma première question. La deuxième question pour 2025, comment le PDCI compte gagner puisque le RHDP a déjà huilé sa machine à fraude et a confisqué les organes qui organisent les élections. Pour moi, en tout cas, personne ne battra n'importe quel militant du RHDP si la CEI n'est pas changée, si le Conseil constitutionnel n'est pas réformé. Ma dernière question, c'est de savoir si pour aider la Côte d'Ivoire, le PDCI est conscient. Quand je dis le PDCI, je veux parler du président du PDCI puisque il a été longtemps absent de la scène. Est-ce que quand il est arrivé, les militants du PDCI lui ont décrit la situation dans laquelle nous sommes? Voilà, parce que nous ne sommes pas dans une démocratie. On ne veut pas être pessimiste, mais c'est dans une démocratie qu'on parle avec assurance de moyens démocratiques comme moyens de lutte, surtout qu'on est dans un environnement où on ne respecte pas les principes démocratiques et où l'opposition n'est pas assez mature pour dépasser ces divisions afin de s'unir face à l'adversaire. Donc, est-ce que les militants du PDCI ont informé le président Thiam que nous ne sommes pas dans une démocratie et donc il va falloir trouver les bonnes solutions pour espérer gagner en 2025. Maintenant, j'ai un petit commentaire ainsi cette affaire du fouettiste là. Ça, c'est par opportunisme que certains se sont prétendus être fouettistes. Si après, le PDCI a pu lui-même se rendre compte qu'il fallait se défaire de cela, je pense que c'est tant mieux. Mais c'est une insulte à l'oufouettisme que certains font en se prétendant être oufouettistes et en niant non seulement toutes les valeurs qui incarnent l'oufouettisme, mais en menant des actions même qui détruisent le travail que le président Oufoué a mené. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Je vais vite rebondir avant d'oublier un peu parce qu'il y a eu plusieurs questions. Rapidement, pour la première question, je dirais à Chéri que je la rejoins, c'est ce que j'ai dit dans l'exposé, que l'historique des unions sacrées a montré que c'était des échecs. Donc pour moi aussi, il y a un problème dans la stratégie même d'aller vers une union sacrée si on ne prend pas les dispositions pour que cette union sacrée-là soit quelque chose de factuel et de concret. Voilà. Donc la notion de concret est très importante même d'ailleurs. Donc pour ça, je réponds en disant que bon voilà, je constate aussi comme elle que voilà, c'était un échec. Maintenant la deuxième question, si elle peut me rappeler un peu, c'est quoi? Oui, la deuxième question, c'était comment le PDCI compte gagner les élections puisque le RHDP a déjà huilé sa machine à fraude et elle a confisqué les organes qui organisent les élections, notamment la CEI et le Conseil constitutionnel.
C'est ça. Donc, les deux éléments sur lesquels on va se baser globalement pour gagner pour nous, c'est utiliser le moyen de la démocratie qui est le nombre. C'est pour ça qu'on parle de rassemblement, et que ça se fasse dans la paix. On va pas faire maintenant de démocratie armée. Et puis, l'autre élément, c'est le fait aussi de ne pas laisser l'espace au parti au pouvoir de faire croire que, comme tu l'as dit, il y a une démocratie là, alors qu'on a une CEI qui ne fonctionne pas. C'est une machine qui est complètement partisane. Donc, un de notre plan, c'est d'influencer le pouvoir afin que cette machine-là soit refaite ou bien dissoute pour faire quelque chose d'approprié à la démocratie comme nous on l'entend. Et c'est pour ça que le président Thiam il s'inscrit dans cette ligne-là, mais de manière apaisée. Il le dit qu'on peut faire tout ce qu'on dit là, mais dans une autre façon. Et on va s'entêter là-dedans. On va faire croire au pouvoir que la force des individus, les uns les autres qui se mettent ensemble, peut défier toute forme de pouvoir usurpé, parce que le vrai pouvoir, c'est le peuple lui-même. Donc, si on arrive à créer un pouvoir hors du peuple, c'est une fiction. Et c'est en se mettant ensemble, en faisant en sorte que les choses soient simples et concrètes, qu'on pourra dégommer une situation bloquée comme ça. Et la troisième question, c'était quoi encore? Oui, chérie, la troisième question. La troisième question allait dans le même sens, pour demander voilà. si vous êtes sûr d'avoir les bonnes solutions, alors qu'en réalité, nous ne sommes pas dans une démocratie. Est-ce que quand le président Thiam est arrivé, vous lui avez dit qu'on n'est pas dans une démocratie? Parce qu'on ne peut pas pratiquer une démocratie pure et dure avec des gens qui ne sont pas des démocrates. Ah oui. Effectivement, le président Thiam est conscient de cela, qu'il a décidé d'ailleurs de s'engager, parce qu'il n'a jamais voulu s'engager en politique à cause d'une chose complexe en politique, c'est que on n'arrive pas, pour quelqu'un comme lui, à gérer la politique de façon rationnelle. C'est toujours très très flexible avec voilà. On dit d'ailleurs que les politiciens sont des menteurs, entre guillemets. C'est pour dire que c'est un art qui est très complexe à gérer et que lui n'aimait pas avant. Mais aujourd'hui, fort du fait que maintenant il est retraité, très actif, il s'est libéré un peu sur beaucoup d'occupations, et il a écouté un appel qui est venu de la population même, beaucoup d'associations de soutien qui lui ont fait du pied, un appel du pied, et qu'il a fini par écouter, parce qu'il a dû prendre lui aussi ses propres canaux d'information pour comprendre l'état du pays, et il a fini par répondre à ce besoin de venir quand même aussi porter un secours, ou bien je sais pas comment on peut dire ça, mais répondre à la détresse un peu d'une partie du peuple ivoirien, je dirais peut-être la majorité du peuple ivoirien, qui ne se porte pas bien. D'accord. Merci bien, M. Agnero. Puis, chérie, je suppose que vous êtes satisfait. Ok, merci. M. Agnero, rapidement, je vais vous demander quels sont les rapports du président Thiam avec le président Alassane Ouattara? Je pense que c'est des rapports souvent de professionnels d'économie, ou bien des rapports de grands frères à petits frères. C'est des rapports un peu pas trop officiellement faciles à présenter. Ils se connaissent en tout cas, parce qu'ils se sont rencontrés à plusieurs reprises sur des lieux communs. C'est tout ce que je peux dire. Mais c'est pas des amis. D'accord. Donc, selon vous, on pourrait croire à l'union sacrée de l'opposition à travers M. Thiam, mais ça va être différent. Ça va pas être que dans la bouche. C'est des documents qu'on doit signer. Voilà, ça va pas être que dans la bouche. Il le dit,
faire maintenant des coalitions, on va les formaliser, on va travailler ça par des discussions pour que tout le monde s'exprime et qu'on comprenne ce dans quoi on va aller. Parce que c'est très facile sous l'émotion de créer des groupes, des coalitions, et puis après on fond devant le pouvoir parce qu'on n'est pas structuré. Alors que si on est structuré, après chacun va utiliser son influence. Le président Thiam est conscient que il y a des choses qui peuvent influencer le pouvoir, mais seul lui-même il peut pas le faire. Donc, il le dit, il peut faire des choses, mais il peut pas le faire seul. Donc, je pense que chacun va contribuer, et si les contributions de tout un chacun convergent comme une sorte de superposition comme ça d'action, forcément ça peut faire peur même à celui qui est installé dans un palais au plateau. C'est que du symbole. La force, c'est le rassemblement, c'est la majorité, c'est le nombre qui fait la force en démocratie. D'accord. Donc, vous nous rassurez une fois de plus que le président Thiam est candidat aux élections présidentielles 2025? Ah oui, ça, j'ai même pas besoin de vous rassurer. Je pense que vous y croyez vous-même. Sinon, je pose la question. Je ne crois pas vraiment. Je pose ma question. D'accord. Écoutez, il est venu déjà dans un premier temps pour être candidat aux élections présidentielles. C'est dans le cheminement de ça qu'il a trouvé bon et stratégique de prendre en main l'appareil du PDCI qui était un peu affaibli pour le renforcer pour arriver à cette fin-là. D'accord. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler vraiment de politique nationale sans vraiment toucher la géopolitique. Je veux parler du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Quelle est la position du président Thiam face à ces trois pays-là, de l'AES? Sa position par rapport à ces pays-là? Oui. Quand il dit sa position, oui, qu'est-ce qu'il dit, ou bien comment est-ce qu'il voit ces trois pays-là qui sont dans leur philosophie à eux? Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est plus ou moins impliquée dans tout ce qui arrive à ces trois pays-là. Lui, qu'est-ce qu'il dit? J'avoue que cette question ne lui a pas encore été posée clairement. Et donc, moi, je ne vais pas peut-être dire à sa place ce qu'il n'a peut-être pas dit encore. Mais on peut regarder cette prise de position globale pour voir un peu quel est son positionnement dans ça. Je pense que ce que le président Thiam veut, c'est le développement pour tous. Donc, autant il veut le développement pour le PDCI, autant il veut le développement pour la Côte d'Ivoire, il veut le développement pour la sous-région. C'est une sous-région qui est pilotée par la Côte d'Ivoire en termes de PIB. On sait que nous sommes le moteur de la CEDEAO. Donc, quelqu'un comme le président Thiam en est conscient. Donc, pour justement se positionner dans cette situation-là, on ne peut pas vouloir, comme on dit les Ivoiriens, mettre le sable dans son assiette. Au contraire, il voudra faire une politique qui va élever tout cela aussi. Maintenant, c'est comment il rentre dans le concert. Ça, c'est pas aujourd'hui qu'on pourra dire ça. C'est peut-être quand la question à lui-même sera posée, il pourra tout de suite clarifier les choses. Mais pour le moment, il est dans une démarche, peut répondre même déjà à cette question-là. C'est une démarche de faire en sorte qu'on ait des entités qui soient bien organisées et bien fortes. Donc, si aujourd'hui notre stratégie d'avoir un PDCI fort et exemplaire peut permettre de prendre la Côte d'Ivoire, le pouvoir pour qu'on puisse faire de la Côte d'Ivoire la même chose, par ricochet, on aimerait que ça puisse contaminer aussi nos pays frères avec qui on a toujours composé parce que ça a toujours été comme ça. D'accord. Merci bien, M. Agnero. M. Agnero, je pense qu'on arrive à notre temps, mais je vais vous poser une question très précise qui est plus ou moins émotionnelle. Bien sûr. Est-ce que vous croyez vraiment que les choses seront faciles pour le président Thiam? Ah non, jamais. À la magistrature suprême. Jamais. Non, jamais. Les choses ne seront jamais faciles. Et lui-même, il l'a dit. Il n'est pas venu pour que ça soit facile. Sinon, ça allait être trop simple. Ça ne sera pas facile. Et vous l'avez vu, on a eu un congrès qui a failli être annulé. On s'est battu pour qu'il ne soit pas annulé. Et on est confiant que c'est comme ça va se passer jusqu'en 2025. C'est pour ça que, au fur et à mesure qu'on va évoluer comme une boule de neige, on aimerait que tout le monde nous suive, comment on appelle ça? Vous rallie. Nous rallie, voilà, c'est ça.
On aimerait être alliés pour qu'on fasse une force incommensurable au moment du rendez-vous, du grand rendez-vous. Et comme ça, on pourra faire, on pourra être capable de montrer au monde même entier un exemple c'est une forme de révolution démocratique qui pourrait se mettre en place. Donc, je vais vous poser cette question. Quels sont ces rapports, les rapports du président Thiam avec le président Gbagbo? Des rapports aussi de petit à grand frère. À mon avis, c'est des rapports personnels qui finissent par être des rapports officiels aujourd'hui. Il le connaît d'ailleurs quand il est venu pour la première fois dans sa visite privée de retour au pays. Il est allé rencontrer les trois ténors pour une visite privée et pour l'icône qui représente quand même en international pour la Côte d'Ivoire. Il a tenu à rencontrer les trois. Il a vu le président Ouattara d'abord, mais il a rencontré le président Bédié et le président Gbagbo Laurent. Maintenant, je ne connais pas l'esprit de ça, mais c'était des visites privées pratiquement. Il était venu en privé. D'accord. Donc pour moi, c'est de bons rapports déjà d'avoir des rapports privés. Et donc, ça veut dire qu'en officiel, ça sera moins difficile. D'accord. Donc là, maintenant, je vais carrément vous poser la dernière question. Donc, très bien. Qu'en est-il de l'exil du président Soroki Bafori Guillaume? Qu'est-ce que M. Thiam compte faire pour ça? Là aussi, c'est une question qu'on ne lui a pas posée, mais connaissant sa philosophie des choses, il pense que, et pas qu'il pense, mais je pense qu'il abordera la question en plaidant que M. Soroki Guillaume revienne parce que c'est un fils de ce pays. Donc, on fait pas de politique pour chasser ses enfants. On fait des politiques pour les garder. Voilà. Et d'ailleurs, nous, en Côte d'Ivoire, on a été habitués plutôt à recevoir des gens qu'à chasser nos enfants. Donc, le fait que le président Soroki Guillaume soit dehors n'est pas une bonne chose. Et je pense pas que le président Thiam pense le contraire. C'est pas lui, ça. Il a horreur simplement de la violence. C'est tout ce qu'il y a. C'est la seule chose que je peux vous dire. D'accord. Parce que vous avez parlé des ralliements. Il va falloir qu'à un moment donné, on vienne s'ajouter à la lutte du PDCI pour qu'on ait une force. Voilà. Et pour ce faire-là, c'est pourquoi nous avons posé la question, est-ce que les nouvelles réformes du président Thiam prendront-elles en compte la reconstitution de l'union sacrée de l'opposition? Et vous répondez par? Oui. Ok, oui. Donc, c'est sur ces mots-là qu'on va s'arrêter. D'accord. On va s'arrêter sur le mot oui. Les amis, c'est sur ces mots qu'on va s'arrêter. Si vous n'avez pas levé la main, c'est trop tard. On va prendre le mot de fin de notre invité et on va boucler cette émission pour aujourd'hui. Voilà. Allez-y, M. Agnero, pour votre mot de fin. Écoute, merci beaucoup déjà pour m'avoir donné l'antenne. Merci à ces nombreux internautes qui se sont connectés, qui ont écouté. Je remercie aussi particulièrement Madame Chérie, que je connais mais qu'elle ne connaît pas pour son combat et sa bravoure pour une femme. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de signaler que dans les résolutions de rassemblement du président Thiam, il a signalé que la femme était au centre de la stratégie d'union. Et donc, ça fait plaisir, voilà, de savoir que voilà, on a des dames comme Madame Balé qui font le combat pour comment on appelle, la démocratie et la paix dans ce pays. Voilà. Donc, un mot sur la CAN. Alors, je suis un peu déçu de cette histoire de billetterie, malheureusement, mais je reste toujours confiant. Je reste toujours optimiste que les gosses pourront encore relever le défi et qu'on puisse peut-être aller en phase finale. D'accord. Merci bien, M. Agnero. Merci pour votre disponibilité et merci pour ce temps d'antenne que vous nous avez donné. Et c'était un plaisir pour nous de vous recevoir et poser toutes ces questions précises là parce qu'on en avait besoin. Et je parie qu'on vous aura ou peut-être une autre personne du PDCI après la CAN sur Demain Radio pour avoir plus d'informations et comment est-ce que vous comptez vous prendre pour que ce ralliement-là soit possible et facile. Voilà. Donc, merci bien à vous. Merci bien à vous, bien de cher au président Thiam. Les amis, merci de vous être connectés nombreusement. Merci d'avoir posé toutes vos questions. Et merci à Maman Picheri qui est venue me soutenir pour cette émission. À tous nos amis du côté des Zeno et de la conférence qui sont restés jusqu'à la fin nombreux, nous vous disons merci. Monsieur Agnero, bonsoir chez vous et dormez très bien ce soir. Voilà. Merci beaucoup Charlène et force à toi pour cette initiative-là.
continue comme ça. Ça permet aussi de garantir l'expression et la démocratie. Ainsi soit-il. Dormez tous très bien ce soir, les amis, et bonsoir chez vous. Bon week-end. Goodbye. Dès que je soigne ma mère.